Biarritz, en France. Le sommet du XET devait être une démonstration d'unité soigneusement mise en scène. Au lieu de cela, il est devenu le théâtre de l'embuscade diplomatique la plus lourde de conséquences depuis une génération. Le Premier ministre canadien Mark Carney a regardé de l'autre côté d'une table à peine plus large qu'un échiquier, a croisé le regard du président des États-Unis et, en 11 secondes, a réécrit les règles d'engagement pour chaque allié qui a déjà ressenti le poids de la puissance américaine. Pour une fois, le théâtre habituel de l'ère Trump a reçu un scénario qu'il n'avait pas préapprouvé. Le décor était l'hôtel du Palais, un complexe du XIXe siècle surplombant le golfe de Gascogne. La rencontre bilatérale entre Carney et Donald Trump était prévue à 15h45, coincée entre une séance sur le climat et un souper de travail sur l'intelligence artificielle. Officiellement, il s'agissait d'un aparté procédural de 15 minutes. Officieusement, c'était une exécution. Le genre d'aparté que la machine de presse de Trump préfère seulement lorsque l'autre camp accepte d'applaudir au bon moment. L'équipe de préparation américaine avait approuvé une demande de routine de la délégation canadienne, garder le groupe de presse dans la salle pendant toute la durée de la rencontre. C'est très inhabituel lors des sommets du XET, où les caméras sont généralement raccompagnées à l'extérieur, après 4 minutes de poignées de main scénarisées. Mais la Maison-Blanche, distraite par le chaos interne et par un décret imminent sur l'énergie canadienne, a accepté la demande sans la signaler aux hauts responsables. L'équipe de Trump supposait que les caméras partiraient. Elles ne sont pas parties. Voilà le danger de traiter chaque caméra comme un décor de campagne. Parfois, elle enregistre toute la scène. Pendant les 3 premières minutes, la rencontre a suivi le scénario attendu. Trump a parlé de volumes commerciaux et d'une relation formidable. Carney a répondu par des politesses sur la profondeur des liens bilatéraux. Puis, le silence. 4 secondes de silence. Dans les contextes diplomatiques, le silence est soit de la faiblesse, soit une menace. Dans la diplomatie à la Trump, le silence n'est généralement que l'espace avant le prochain slogan. Ici, il est devenu la trappe. Carney a posé ses 2 mains à plat sur la table, a ajusté sa posture et a changé de ton, passant du registre diplomatique au registre accusatoire. Il s'est adressé directement au président en affirmant clairement que la franchise était quelque chose que Trump disait valoriser et quelque chose qui avait manqué dans cette relation. Le corps de Trump s'est raidi, son inclinaison caractéristique vers l'arrière a disparu, il s'est redressé. Carney n'a pas attendu de réponse. Il a exposé 18 mois de griffes en termes froids et précis, des tarifs douaniers qui ont coûté 11 milliards de dollars aux consommateurs américains, des demandes de démission d'un dirigeant démocratique à la télévision en direct, des menaces de saisir des infrastructures portuaires canadiennes et une aide aux sinistrés redirigée loin des communautés dans le besoin. Pendant tout ce temps, la réponse du Canada avait été mesurée, patiente et contenue. La facture du spectacle venait enfin d'arriver, détaillée ligne par ligne. Puis est venue la pause, 2 secondes. Les regards verrouillés. Carney a fait valoir que Trump avait pris le silence pour un accord et que ce malentendu devait être corrigé. La salle est devenue silencieuse. 12 journalistes, 6 cadreurs, 8 hauts responsables de chaque délégation, des traducteurs, du personnel de sécurité, personne n'a bougé. La bouche de Trump s'est légèrement ouverte, mais Carney a continué, refusant de céder la parole. Le rythme de meeting venait de rencontrer un tableur avec contact visuel. En diplomatie, parler pendant la pause naturelle, où l'autre personne est censée répondre, n'est pas une rupture de protocole, c'est une déclaration de domination. Carney a expliqué que le Canada n'avait pas été passif. Il s'était préparé, avait redirigé ses chaînes d'approvisionnement, diversifié ses relations commerciales, reconstruit son infrastructure énergétique loin de la dépendance américaine et forgé de nouvelles coalitions diplomatiques. Chaque tarif douanier, chaque menace, chaque exigence avait été utilisée comme preuve pour construire un dossier contre la fiabilité américaine. Chaque vantardise sur l'effet de levier s'était discrètement transformé en pièce à conviction pour l'accusation. Le coup de grâce était le message selon lequel Carney n'était pas venu là pour négocier, parce que la négociation exige un partenaire qui agit de bonne foi. Il était venu informer Trump directement, personnellement, devant les caméras, que le Canada auquel Trump croyait avoir affaire n'existait plus. Le Canada auquel il faisait face maintenant était celui que ses politiques avaient créé. C'était ce rare moment où America First recevait pour réponse « alors nous nous sommes adaptés ». La réponse de Trump a tenu en 4 mots, prononcés dans le registre bas et coupés d'un homme qui gagne du temps. C'est une déclaration très méchante. C'était le langage d'un rassemblement politique utilisé dans un contexte diplomatique. Le décalage est immédiatement apparu à tout le monde dans la salle. Carney n'a pas bronché. Il a attendu 3 secondes, puis a répondu calmement,
avec la maîtrise de quelqu'un qui avait répété chaque variable. Ce n'était pas une déclaration méchante, c'était une déclaration factuelle, et l'incapacité de Trump à faire la différence était la raison pour laquelle ils étaient là. Quand le dernier bouclier consiste à dire que les faits sont impolis, le bouclier est déjà fissuré. La séance s'est poursuivie pendant encore 19 minutes, mais la confrontation était effectivement terminée. Trump a divagué sur les déficits commerciaux et la politique laitière. Carney a répondu à chaque point avec des chiffres précis, des dates et des données commerciales. Un niveau de préparation granulaire qui a donné au président l'air mal préparé. La dynamique avait définitivement changé. Celui qui posait les questions jouait un rôle. Celui qui y répondait gouvernait. Et les caméras ont capté chaque image. Un camp avait apporté des éléments de langage, l'autre avait apporté les reçus. Dans les 4 minutes suivant la fin de la séance, les images étaient partout. L'extrait de 11 secondes où Carney disait que Trump avait pris le silence pour un accord est devenu la vidéo la plus regardée sur toutes les grandes plateformes en moins de 2 heures. À minuit, elle avait été vue plus de 300 millions de fois. Silence for Agreement était en tendance simultanément dans 41 pays. L'extrait a fait ce qu'aucun communiqué de presse ne pouvait faire. Il a rendu la posture petite. Le Financial Times a publié un titre qui résumait le basculement structurel en 5 mots. Le défenseur devient l'agresseur. Le Monde l'a qualifié de confrontation diplomatique la plus importante entre alliés occidentaux depuis que De Gaulle a retiré la France du commandement militaire de l'OTAN. Mais la confrontation n'était pas impulsive, elle n'était pas émotionnelle. C'était la décision la plus froide et la plus calculée du mandat de Carney comme Premier ministre. 72 heures avant Biarritz, les services de renseignement canadiens lui avaient présenté un document de planification américain classifié qui avait été partagé par les canaux des Five Eyes. Le document décrivait un décret proposé, rédigé mais pas encore signé, qui reclassifierait unilatéralement les exportations d'énergie canadienne comme une dépendance de sécurité nationale en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en situation d'urgence internationale, l'International Emergency Economic Powers Act. Derrière la chorégraphie des poignées de main, la paperasse aiguisait déjà ses dents. Ce décret aurait donné au président le pouvoir de fixer les prix, de dicter les volumes et de contrôler effectivement le flux du pétrole, du gaz et de l'électricité canadiens vers les États-Unis sans le consentement du Canada et sans l'approbation du Congrès. Le décret devait être signé la semaine suivant le sommet du GSEPT. Le calendrier n'avait rien d'accidentel. L'administration comptait utiliser la photo de clôture du sommet comme une démonstration de normalité, puis annoncer le décret 60 12 heures plus tard en le présentant comme une mesure réglementaire de routine. La photo devait sourire pendant que la politique forçait la serrure. Le cercle rapproché de Carney a débattu de la réponse pendant 36 heures. Chaque option était réactive. Protestation diplomatique, tarifs douaniers de représailles, contestation judiciaire. Chaque option laissait la Maison-Blanche contrôler le moment, le cadrage et le récit. Selon 3 personnes présentes dans la salle, Carney a pris sa décision à partir d'une seule observation. L'administration prévoyait d'annoncer le décret après les poignées de main et les photos souriantes en utilisant une image de coopération 3 jours avant de tenter de coloniser le secteur énergétique du Canada. Carney a refusé de leur donner cette photo. Il a refusé d'attendre que la Maison-Blanche agisse pour que le Canada puisse seulement réagir. Le Canada agirait en premier publiquement et il le ferait pendant que les caméras tournaient. Le service de l'image voulait une poignée de main. Carney leur a tendu un miroir. En confrontant Trump publiquement avant la signature du décret, Carney l'a rendu politiquement impossible à signer. Toute action prise contre le Canada, après que le monde eût vu Trump assis dans un silence stupéfait, serait cadrée non pas comme une politique mais comme une représaille, non pas comme une question de sécurité nationale, mais comme une vendetta personnelle. Carney ne s'est pas contenté de confronter le président. Il l'a devancé. Sur une scène que la Maison-Blanche croyait contrôler. Le coup le plus fort n'a pas été de crier plus fort, il a été de rendre le prochain cri prévisible. Les conséquences immédiates ont été rapides et graves. En moins de 48 heures, les États-Unis ont rappelé leur ambassadeur au Canada pour des consultations d'urgence. En langage diplomatique, cela signifie « nous n'avons aucune idée de la façon de répondre ». 3 éléments du communiqué conjoint du GSET sur le climat. La réglementation technologique et la politique à l'égard de la Chine ont été bloquées par veto par la délégation américaine, dans ce que des diplomates ont décrit comme une obstruction de représailles. Rien ne dit mieux la confiance stratégique que de punir l'ordre du jour parce que la caméra a capté le mauvais silence. Le dollar canadien a grimpé à son niveau le plus élevé en un an, porté par ce que les cambistes ont immédiatement appelé la prime Carney.
Le marché intégrait la perception selon laquelle le dirigeant canadien avait établi une domination psychologique sur la personne la plus puissante dans la salle. Le décret sur l'énergie canadienne a été discrètement mis de côté. Non pas annulé, mis de côté, parce que le signé à ce moment-là aurait confirmé le récit de Carney selon lequel la politique américaine envers le Canada était coercitive plutôt que coopérative. Toutes les caméras de la planète auraient présenté le décret comme une représaille et la Maison-Blanche ne pouvait pas se permettre cette image. La politique n'a pas disparu, elle a simplement découvert que l'optique peut aussi devenir un mur frontalier. D'autres dirigeants alliés ont réagi avec une rapidité qui révélait que la confrontation avait donné voix à quelque chose qui s'accumulait depuis des mois dans l'Alliance occidentale. Le président de la France a tenu une conférence de presse dans les heures qui ont suivi, affirmant que Carney avait exprimé avec une clarté remarquable une frustration partagée par tous les dirigeants de l'Alliance qui avaient été soumis à des menaces, à des tarifs douaniers et à de l'intimidation, comme s'ils étaient des subordonnés plutôt que des partenaires. La partie silencieuse de l'Alliance venait enfin de trouver un micro. Le chancelier allemand a publié une déclaration écrite qualifiant la confrontation de moment nécessaire d'honnêteté. Le Premier ministre britannique, dont la réaction main devant la bouche était elle-même devenue une image virale, a déclaré en privé, dans des propos attribués à une source haut placée de Downing Street, que Carney avait dit ce que chaque dirigeant dans ce bâtiment voulait dire et n'avait pas eu le courage de dire. Il ne serait pas le dernier. Cette dernière phrase, selon laquelle il ne serait pas le dernier, a circulé dans les canaux diplomatiques en quelques heures. Elle a changé les calculs stratégiques dans chaque ministère des Affaires étrangères du monde occidental. La dimension psychologique a été la plus lourde de conséquences. Le levier diplomatique de Trump a toujours reposé sur l'imprévisibilité. Les dirigeants alliés se préparaient aux rencontres avec le président américain comme des civils se préparent à des catastrophes naturelles. On ne peut pas les empêcher. On peut seulement limiter les dégâts. Pendant des années, la méthode était simple, créer la tempête puis vendre le parapluie comme du leadership. Cette dynamique donnait à Trump un pouvoir structurel, parce que l'autre camp jouait toujours en défense. Carney a brisé cette dynamique de façon permanente. Il n'a pas imité l'imprévisibilité de Trump. Il l'a dépassé en faisant quelque chose qu'aucun dirigeant allié n'avait jamais fait dans un contexte auquel personne ne s'attendait, avec un sang-froid qui a donné au style confrontationnel de Trump lui-même l'air indiscipliné. Le chaos fonctionne mieux jusqu'à ce que le calme entre avec un horaire. La Maison-Blanche fait maintenant face à un problème qu'elle n'a jamais eu à résoudre. Comment se préparer à des rencontres lorsque l'autre camp a prouvé qu'il pouvait vous tendre une embuscade sur votre propre scène ? Comment projeter la domination lorsque, la dernière fois que les caméras tournaient, quelqu'un d'autre vous a dominé ? L'ancien manuel a un chapitre manquant. Quoi faire quand l'autre camp refuse d'être l'accessoire ? Les images ont continué de circuler pendant des semaines, et chaque vague de rediffusion a aggravé les dommages psychologiques. L'extrait de 11 secondes a été mis en musique, remixé, sous-titré en 40 langues, analysé image par des experts en langage corporel et étudié dans des départements de sciences politiques sur 4 continents. C'est le problème avec un moment viral. Il continue de tenir la réunion longtemps après la fin de la réunion. Un professeur de la Harvard Kennedy School l'a assigné comme visionnement obligatoire dans un cours sur la négociation diplomatique, le présentant comme les 11 secondes les plus lourdes de conséquences de la diplomatie alliée aux 21 siècles. Non pas à cause de ce qui a été dit, même si ce qui a été dit était extraordinaire, mais à cause de ce qui a été démontré. Le dirigeant d'une nation plus petite face au dirigeant de la nation la plus puissante sur Terre a choisi le moment, choisi les mots, choisi le terrain, maintenu un sang-froid absolu et il a gagné. Chaque dirigeant dans le monde qui s'est déjà senti intimidé par la puissance américaine a regardé cela et a pensé la même chose. S'il peut le faire, je peux le faire aussi. Cette seule idée, se propageant dans chaque ministère des Affaires étrangères sur Terre, est plus dangereuse pour la suprématie diplomatique américaine que n'importe quelle armée, n'importe quelle alliance ou n'importe quel basculement économique. L'exportation la plus dangereuse n'était ni le pétrole, ni le gaz, ni les tarifs douaniers, c'était la permission. Parce que l'hypothèse selon laquelle l'Amérique contrôle le rythme de chaque confrontation internationale a été le fondement invisible de la puissance américaine depuis 1945. Pas les porte-avions, pas l'arsenal nucléaire, pas le statut du dollar comme monnaie de réserve. L'hypothèse selon laquelle, lorsque l'Amérique parle, les autres écoutent. Et lorsque l'Amérique agit, les autres réagissent. Mark Carney a démoli cette hypothèse avec un micro, une table, 9 mots et la volonté de les utiliser en premier. Trump est entré dans cette salle en s'attendant à la déférence que chaque dirigeant allié a offerte à chaque président américain pendant 80 ans. À la place,
il a reçu le défi le plus public qu'un président en exercice ait jamais essuyé de la part d'un allié de mémoire vivante. La scène avait été construite pour un couronnement du rapport de force, elle est devenue un Audi. Il a essayé de contrôler la scène. Au lieu de cela, il l'a perdu au profit d'un Premier ministre d'un pays qui représente 1/10 du PIB américain, 1/10 de la puissance militaire américaine, et qui, à partir de cet après-midi-là à Biarritz, avait l'attention entière de chaque dirigeant sur Terre qui s'est déjà assis de l'autre côté d'une table face à un président américain en pensant à dire ce que Mark Carney a dit. Carney ne s'est pas contenté de confronter Trump. Il a montré au monde que confronter Trump était possible et survivable. Et cela, plus que les tarifs douaniers, plus que les guerres commerciales, plus que la fuite des capitaux, plus que les ruptures diplomatiques, pourrait être la chose la plus lourde de conséquences que quelqu'un ait faite à la puissance américaine depuis une génération. Le charme ne s'est pas brisé parce que quelqu'un a crié en retour, il s'est brisé parce que quelqu'un est resté calme et n'a pas cligné des yeux. Ne pas l'attaquer, ne pas l'imiter, mais prouver avec 9 mots, en 11 secondes, qu'elle peut être contestée sur sa propre scène par quelqu'un qui choisit le sang-froid plutôt que le chaos et qui gagne.